Nous allons pouvoir échanger sur la fraternité. On vous présentera le intervenant plus tard. Il y a un seul point sur lequel pour l'instant il faudrait insister, c'est sur l'engagement. Sans engagement, il n'y a pas de république. Sans engagement, il n'y a pas de fraternité. Sans engagement, il n'y a pas de jeunesse. Sans engagement, il n'y a pas beaucoup d'avenir. C'est pour ça que chacun a sa place dans le laboratoire de la République pour mener des réflexions, des actions en faveur de chacune des valeurs de la République. Vous avez la chance de pouvoir le faire grâce au laboratoire de la République qui intervient aujourd'hui. Engagez-vous pour vous, engagez-vous pour l'avenir des valeurs qui sont les nôtres. Vous avez la possibilité de prendre la parole ce soir, faites-le. Vous avez la possibilité de poser des questions, faites-le. Vous avez la possibilité de vous engager pour vous-même, pour les générations qui suivront. Profitez de cela, profitez de ces opportunités. Pour des contraintes de temps, notre président du laboratoire de la République, que je vous demande de réapplaudir, Jean-Michel Blanquer. Il va prendre la parole et puis vous pourrez échanger avec lui au sujet de la fraternité du laboratoire de la République. Je le répète, engagez-vous pour vous, engageons-nous pour nous-mêmes et pour les valeurs de la République. Je vous remercie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'accueillir une fois encore au laboratoire de la République à HEIP ici. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir à Lyon à chaque fois. Et à chaque fois de constater que bien, le développement du laboratoire de la République à Lyon devient une réalité et peut compter sur vous. Et je voudrais donc vous dire d'abord 2 mots sur le laboratoire et ensuite 2 mots sur la fraternité pour introduire la table. Mais tout de suite, je voudrais d'abord remercier la direction d'HEIP de m'inviter une fois encore. Il y a maintenant un lien organique et j'en suis très heureux. Je voudrais remercier ceux qui ont accepté d'être à cette table ronde, donc Cathy Simon, Philippe Albanel et mon ami Olivier Dugrip. Vraiment, je suis très heureux d'avoir cette intervention avec eux dans un instant. Mais aussi Nina, qui est très active, qui est emblématique de ce travail des étudiants, et notre ami Charles Tardy aussi, que je salue et qui est actif lui aussi pour que le laboratoire de la République existe à Lyon. Bien sûr, merci Enzo aussi de ce dynamisme au service du laboratoire et merci de m'accueillir. Le laboratoire de la République, nous l'avons monté maintenant il y a près de 3 ans pour, comme vient de le rappeler Enzo, valoriser la notion d'engagement dans la République. Très souvent, le mot République apparaît comme un mot abstrait, un mot qui n'est pas forcément mobilisateur pour la jeunesse, un mot de boomer, si vous me permettez l'expression, alors même qu'en réalité, ce mot reste extrêmement valide pour les défis du XXIe siècle. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je travaille avec des académiques, des intellectuels des États-Unis, face à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où d'une certaine façon, un certain nombre de personnes qui luttaient contre le développement du wokisme à l'université sont maintenant en train de lutter contre le développement du trumpisme à la Maison-Blanche et au-delà, et ils le font avec la notion de république et avec la notion de démocratie. Et donc là où on pense que tout ça c'est le débat d'idées, un peu abstrait, quelque chose qui est fait pour les intellectuels, on a en fait la démonstration sous nos yeux, aux États-Unis actuellement, mais partout ailleurs de façon générale, que bien entendu, comme le disait Victor Hugo, ce sont les idées qui mènent le monde. Et donc il n'y a rien d'abstrait, de théorique à avoir le genre de débat que nous allons avoir ce soir, parce que c'est ces débats-là qui ensuite conditionnent la réalité des choses. Le fait de pouvoir se faire soigner gratuitement à l'hôpital, le fait de pouvoir avoir des enfants et les élever dans un environnement correct, sain même, le fait d'avoir un idéal de société pour le futur, le fait d'avoir du travail pour tous ces sujets qui sont éminemment concrets sont conditionnés par la vie des idées, par le fait que vous formiez ici pour être des acteurs de la société de demain, et par le fait que les idées qui finissent par l'emporter, que ce soit au travers des élections ou au travers du débat public, eh bien, ce sont ces idées qui gouvernent le monde, comme disait Victor Hugo. Et donc le laboratoire de la République, c'est prendre au sérieux les idées, parce qu'il n'y a rien de plus concret que les idées. Et on va le voir dans un instant, parce qu'on va voir au travers des projets, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, des projets de fraternité, des projets de solidarité, qui ont derrière des choses très concrètes, une idée, une vision du monde, une vision de l'être humain, une vision de la société, une vision de la France. Donc le laboratoire de la République,
c'est se dire cela et se dire aussi que tout ceci doit être cohérent. C'est-à-dire que la fraternité, la République, c'est pas seulement une addition de politique publique, c'est aussi une vision pour la France, une vision de notre société, et c'est aussi une vision qui se veut optimiste, puisque trop souvent, lorsque nous défendons les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire des valeurs humanistes, des valeurs républicaines, on peut se sentir uniquement sur la défensive. C'est le cas par exemple à Lyon ces dernières semaines, où il faut défendre des valeurs, par exemple la liberté académique, la liberté d'un professeur de pouvoir enseigner face à des menaces. Ça, quand on fait ça, on est en quelque sorte en réaction. On est obligé de le faire, mais on est en réaction. Il ne faut pas être que sur la défensive, il faut être à l'offensive, c'est-à-dire défendre un idéal de société. Le sujet n'est pas que d'empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir, il n'est pas que d'empêcher la domination des violents dans le secteur académique, il est aussi de dresser un idéal de société, de dire quel est le pays que nous voulons dans 20 ans, comment allons-nous construire, comment est-ce qu'une majorité silencieuse qui très souvent se sent choquée, violentée même par des phénomènes de société aujourd'hui, peut bâtir l'idéal de société de demain. Et ça, c'est dans vos mains, au travers des études que vous faites, mais aussi au travers des engagements que vous prenez, et c'est le sens du laboratoire de la République. C'est pourquoi on fait toute une série de choses concrètes et qu'on va les développer de plus en plus avec HEIP ici à Lyon et dans d'autres endroits de Lyon comme à Lyon 3 où j'ai fait une conférence récemment. Eh bien, c'est de réussir à développer ces idées. Et donc, pour vous donner quelques exemples, nous faisons l'université d'été du laboratoire de la République les 28, 29, 30 août. Vous êtes toutes et tous bienvenus. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site du laboratoire et au travers de ceux qui, à HEIP, s'engagent pour le laboratoire de la République. Ça veut dire que pendant 3 jours, on va échanger, faire des propositions pour la France. J'ai aussi déjà commencé à inviter un certain nombre de personnalités politiques. Par exemple, il y aura un débat Bernard Cazeneuve, Édouard Philippe à un moment donné. Je ferai moi-même un débat avec François Baroin. On va être comme ça un certain nombre de personnalités politiques à proposer des solutions pour la France et ne pas être simplement dans la réaction à l'actualité, mais véritablement avoir une vision à 10 ans, à 20 ans, et pas le faire sans les jeunes, le faire avec les jeunes. Et c'est encore une fois le sens de ce que nous faisons avec vous aujourd'hui et tout au long de l'année. Avec HEIP, on va faire bien des choses dans les temps qui viennent. On vient d'en parler avec vos responsables, notamment des cycles de conférences tout au long de l'année prochaine. Et tout ceci peut vous concerner, vous pouvez vous investir. Donc tout ceci m'amène au sujet de la fraternité, mais d'une certaine façon, tout ce que je viens de dire, c'est déjà un peu l'illustration de ça. C'est l'illustration du fait qu'une société, c'est pas juste des droits et des devoirs et des relations juridiques entre nous tous. Bien sûr, c'est ça aussi. Mais le contrat social, c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est du plaisir dans la vie quotidienne, c'est de la fraternité en acte, c'est le fait de considérer qu'il y a du bonheur à faire société ensemble. Quelque chose qui se perd un petit peu parfois en France aujourd'hui et qu'il faut retrouver. Qu'est-ce qu'être français au XXIe siècle? Qu'est-ce que nous voulons ensemble? C'est cela, la fraternité. Je voudrais en donner quelques exemples très rapidement à titre d'introduction de la table ronde. Mais pour moi, la fraternité, c'est d'abord quelque chose qui se vit au travers de l'éducation. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire vivre comme ministre de l'Éducation nationale dès le plus jeune âge. On sait que les premières années de la vie sont décisives. Elles l'ont été pour vous, pour moi, pour tout un chacun. Ce qui vous est arrivé pendant vos premières années est essentiel. Et donc ce qui se passe par exemple à l'école maternelle, en matière de coopération entre les enfants, en matière de capacité à avoir un projet de société, déjà à cet âge-là, quand on est en classe, eh bien c'est essentiel. Le rôle de la culture, le rôle du sport dans ces premières années de la vie, c'est une illustration de la fraternité. Quand par exemple on a pris la mesure, la rentrée en musique, et où j'ai insisté pour qu'il y ait des chorales dans tous les collèges de France, mais aussi si possible dans toutes les écoles primaires, et si possible dans les lycées aussi bien sûr, eh bien c'est de la fraternité. Quand vous êtes dans une chorale, vous sentez par la musique, sans avoir même besoin de le formuler intellectuellement, vous sentez de la fraternité. Et donc l'éducation est déjà un premier vecteur fondamental de fraternité. Et ce que nous apprenons aux enfants avec de purs individualistes qui cherchent à se battre avec les autres, ou à affirmer à tout prix leur personnalité face aux autres, contre les autres, ou est-ce qu'on apprend à chacun à respecter autrui, c'était aussi une de mes formules clés, et à faire équipe et à comprendre que
C'est de toute façon notre intérêt à tous que d'être dans une logique de fraternité. Les sociétés qui vont bien sont des sociétés où on se fait confiance les uns aux autres. Et la France a parfois été dans son histoire une société de confiance. Elle ne l'est pas assez aussi aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup parlé d'école de la confiance, pour que l'école soit un peu une matrice de confiance et donc de fraternité dans la société. Donc la relation entre éducation et fraternité est fondamentale. Mais il y a évidemment d'autres relations entre fraternité et d'autres idées. Par exemple, là on va parler de solidarité en acte, dans la table ronde. Eh bien, la question de l'État-providence à la française est posée au travers de la question de la fraternité. Nous sommes le pays qui avons les plus fortes dépenses sociales au monde. Nous représentons entre 10 et 15% de la dépense sociale mondiale pour moins de 1% de la population mondiale. Et pourtant, quand vous faites des sondages, des entretiens, tout le monde a l'air très malheureux de la situation. C'est donc que quelque chose ne va pas. D'abord parce qu'on est parfois peut-être un peu des enfants gâtés de la solidarité. Par exemple, ça nous paraît tous très normal d'aller à l'hôpital gratuitement et d'avoir ça, et après on va se plaindre de ceci ou de cela, sans se rendre compte que dans la plupart des autres pays, on vous demande votre carte de crédit avant de vous faire soigner. Et vous tombez dans la rue, l'ambulance ne vous prend pas si vous ne donnez pas votre carte de crédit. Ça vous paraît fou en tant que Français du XXIe siècle, mais c'est la réalité de la plupart des gens dans le monde. Et nous, ça nous paraît comme l'air qu'on respire. Et parfois on serait prêt à jeter par la fenêtre plein de choses parce qu'on trouve que rien ne va, que ce pays est nul, que tout est lamentable, et en jetant ça par la fenêtre, on jetterait ça aussi par la fenêtre. Et on comprendrait a posteriori qu'on a des choses auxquelles il faut tenir et qu'il faut peut-être revitaliser. Pour autant, cette insatisfaction que nous ressentons, elle est de nature peut-être un peu psychologique, mais elle est aussi de nature réelle. Nos mécanismes de solidarité ne sont peut-être pas les bons. On pourrait peut-être faire mieux pour moins cher. On pourrait peut-être plus inciter aujourd'hui au travail, à la solidarité, aux initiatives privées pour permettre la fraternité. C'est aussi des choses qu'on va entendre, je pense, dans la table ronde, et des choses qui méritent réflexion pour tout simplement créer plus de bonheur collectif et plus de solidarité concrète et de fraternité concrète. Pour terminer, puisque je ne vais pas faire un exposé trop long, je voudrais dire que l'esprit est essentiel, c'est-à-dire que l'immatériel est essentiel. J'ai commencé par les idées. Les idées, c'est de l'immatériel, et les idées, ça conditionne le reste. L'immatériel conditionne le matériel. Les idées, donc, emmènent le monde. Mais les idées, c'est la dimension, je dirais, cérébrale, c'est la dimension rationnelle. C'est très important. Mais c'est la moitié du sujet. L'autre moitié du sujet immatériel, c'est l'esprit. Ce sont les émotions. C'est ce que nous éprouvons les uns pour les autres. Et ces deux choses-là sont absolument essentielles. Il faut à la fois que nous soyons rationnels et émotionnels. Il faut à la fois du rationnel pour la République, c'est-à-dire des idées, et réfléchir au-delà de la prochaine élection, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays, de manière raisonnée, rationnelle, mais aussi c'est l'émotionnel. C'est, encore une fois, quel plaisir nous avons à être ensemble, quel bonheur nous avons à faire société, quelle amitié nous ressentons pour quelqu'un qui est différent de nous, mais dont nous nous réjouissons de la différence. Et non pas pour s'opposer, mais au contraire pour se compléter. Et ces émotions-là, cette émotion qu'on éprouve par exemple dans le sport quand l'équipe nationale joue et qu'on est normalement à peu près tous derrière elle, quand elle gagne, mais même quand elle perd. Eh bien, cette émotion collective, elle est essentielle et nous devons la retrouver. Et moi je crois qu'elle est toujours là pour la France. De temps en temps, la France nous inquiète, mais de temps en temps, elle nous étonne. Par exemple, au moment des Jeux Olympiques, elle nous étonne positivement. On se rend compte qu'on est capable de très grandes choses. Ben, c'est ça qu'il faut aller retrouver, et pour moi, c'est ça qu'il y a derrière, et la fraternité, et la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Blanquer, pour votre présence à Lyon, et puis pour ce mot d'introduction. Pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner, on a décidé de faire une table ronde avec 3 invités, que je remercie pour votre présence à chacun. On va faire une première question d'introduction pour permettre de comprendre pourquoi chacun des profils a un lien avec la fraternité. Et ensuite, on va balayer la fraternité sur plusieurs angles, notamment la fraternité dans le numérique, dans les territoires et dans l'enseignement.
Donc Madame Simon, première question pour vous. Vous êtes directrice de Centaure, entreprise engagée dans la sécurité routière, vice-présidente du département de l'Isère. En tant que dirigeante, comment une grande entreprise peut-elle incarner concrètement la fraternité au quotidien au-delà des slogans? Comment vous encouragez la fraternité au sein de vos équipes et au sein de votre organisation? Quelles initiatives concrètes vous pouvez mettre en place pour favoriser l'entraide entre vos collaborateurs et vos partenaires? Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours délicat de commencer et du coup, en écoutant Monsieur le Ministre, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Donc, en effet, je représente une société et lorsque j'ai pris la direction de cette société, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire en sorte que mes collaborateurs aient envie de travailler et envie d'appartenir et respectent finalement les valeurs que moi, je veux faire respecter au sein de ma structure. Donc vous avez parlé de sport, Monsieur le Ministre, et c'est comme ça que j'ai commencé avec la fraternité. J'ai une équipe qui est très hétérogène, fait d'hommes et de femmes, d'âges différents, et je me suis dit, on va relever un défi. Ce défi, c'était de faire le marathon de New York ensemble. Donc pour la plupart, ils n'avaient jamais couru. Ils avaient moi encore pris l'avion pour New York et ce choix de New York était important pour moi parce que ça les faisait partir loin et nous avons vu une autre facette et nous nous sommes dit qu'en France on était plutôt bien puisque la problématique de la santé, quand vous courez un marathon et vous avez besoin ensuite d'aide, en effet il faut sortir sa carte bleue. Donc pendant un an je les ai entraînés. Moi, la dirigeante, j'ai mis mes baskets et mon short et j'ai entraîné l'ensemble de mes collaborateurs à courir d'abord la semaine et ensuite je leur ai demandé de travailler avec moi un peu plus le dimanche puisque nous avions pour objectif de passer la ligne d'arrivée quelle que soit l'heure à laquelle il l'a passé. On est tous partis, on a trouvé du mécénat, du sponsoring parce que je ne voulais pas qu'une entreprise puisse payer ça. Donc ils sont allés chercher l'argent qu'il fallait pour pouvoir s'offrir une semaine à New York, mais pour pouvoir courir le marathon et courir pour une cause qui me tenait à cœur, c'était la lutte contre la mucoviscidose et notre slogan c'était donner du souffle à ceux qui en ont besoin. Ce qui veut dire que je leur ai demandé d'aller chercher de l'argent et cet argent je leur ai repris pour la redonner à une association, donc ils ont payé une partie de leur voyage. Nous avons couru, pas tous ensemble parce que nous n'avons pas tous le même rythme de course. Ceci dit, je me suis dit, il était hors de question que j'arrive avant l'ensemble de mes équipes. Je savais que pour certains, ça allait être compliqué. Donc, je suis arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée, je ne l'ai pas franchie, je suis allée chercher les autres. Tout simplement parce qu'il fallait que je passe avec l'ensemble de mon équipe la ligne d'arrivée. Ce que nous avons fait, le dernier a mis 7h40. Mais c'est pas grave, il a fini en marchant, j'ai fini avec lui et nous avons fêté ça et nous nous sommes rendus ensuite ensemble pour fêter dignement cette victoire, mais qui était une victoire qui était bien au-delà, où là j'ai retrouvé du sens à mon travail, où j'ai retrouvé une appartenance à un groupe, où finalement nous nous sommes comportés comme des frères et des sœurs. J'ai cherché la signification du mot fratrie et fraternité et je me suis retrouvée avec mes frères et mes sœurs pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir franchir ensemble cette immense montagne de l'Everest que ça pouvait être pour certains, et pour pouvoir travailler encore ensemble de façon importante. Voilà, donc c'est à travers le sport, à travers une action caritative que nous nous sommes retrouvés autour de ce grand thème de la fraternité. Merci pour cette première question. Je vais enchaîner avec Monsieur Abanel. Vous êtes dirigeant du groupe Chez Dadi. Dans vos cafés Chez Dadi, vous recréez une deuxième famille pour les personnes isolées. Comment multiplier ces espaces de fraternité générationnelle à grande échelle? Faut-il en faire un modèle soutenu par les pouvoirs publics, maisons intergénérationnelles dans chaque quartier, ou plutôt encourager l'essaimage d'initiatives citoyennes spontanées? Bonsoir à tous. Je suis ravi en tout cas d'être là pour parler de ce thème de la fraternité où effectivement moi je le ressens beaucoup au quotidien dans nos cafés. On a créé un premier café en plein Covid quand tous les cafés étaient en train de fermer, qu'on isolait les personnes âgées. On s'est dit si on crée un café où tout est fait pour qu'on puisse se retrouver. Alors ça n'a pas été simple, on a ouvert 10 jours, on a refermé après parce que deuxième confinement. Mais quand on a réouvert, on a vraiment ressenti ce besoin d'être ensemble, ce besoin
d'éviter l'entre-soi. Moi, là-bas, j'ai créé une structure d'aide à domicile pour les personnes âgées, et souvent, je vais dans des résidences, et il y a toujours cet entre-soi qui, je trouve, qui peut être dur pour les personnes âgées. Quand on va en EHPAD, c'est ce qu'on n'a pas envie d'y être. Et on voit que chaque personne âgée avec qui on va parler, on dit non, mais moi, je suis pas comme les autres. Et ces personnes-là, quand on les sort, quand ils voient d'autres personnes, des jeunes, des moins jeunes, et physiquement, on voit qu'ils perdent 10 ans. Et donc, pour répondre à la question, moi, j'ai une croyance, et je me rappelle vraiment, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet de café intergénérationnel, moi, j'ai toujours été rêveur, et j'avais ce rêve de me dire, mais en fait, quand on voit l'histoire, avant, il y avait souvent des lieux où on se retrouvait. L'Agora du temps des Grecs, le Forum du temps des Romains, après il y a eu les monastères, les églises, on se retrouvait le dimanche, mais il y avait ce temps où toutes les générations pouvaient se retrouver, il y avait des temps de fraternité. Et on voit que ces dernières décennies, en fait, ça a disparu. Aujourd'hui, presque les temps de rencontre, c'est McDonald's. Et je me rappelle, moi j'avais vu le film que je peux recommander, le film qui s'appelle Le Fondateur du McDonald's, et lui disait, mon rêve c'est de créer un lieu qui soit l'église de demain, pas seulement ouvert le dimanche. Et je trouve qu'aujourd'hui, presque c'est triste que l'exemple de ça soit McDonald's. Et moi, je me suis dit, si demain, on était capable de repenser nos quartiers, nos villages autour d'habitats pour les seniors, parce que je pense qu'il faut construire nos quartiers pour ceux qui ont le plus de difficultés à se déplacer, et au rez-de-chaussée, recréer le bistrot de quartier où tout le monde est le bienvenu et on recrée du lien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire dans quelques quartiers à Lyon, à Croix-Rousse, à Perrache. On a ouvert récemment à Caluire, mais là on a aussi beaucoup de projets maintenant pour en ouvrir ailleurs, et on sent ce besoin, et on sent que de plus en plus on est sollicité pour le faire, donc ça donne de l'espoir, et je suis convaincu que l'État doit s'impliquer là-dedans. Monsieur Dugrip, vous êtes ancien recteur de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes. On enseigne assez clairement la liberté, avec les droits de l'homme, la liberté d'expression, l'égalité aussi, notamment la lutte contre les discriminations à l'école. Mais la fraternité reste l'une très abstraite au quotidien. Comment la rendre aussi concrète et aussi vivante pour les élèves que les deux autres piliers de notre devise républicaine? Alors c'est un sujet très, très important que j'ai quelques scrupules à évoquer en présence de celui qui a été mon ministre pendant 5 ans, et sous l'autorité duquel j'ai géré les académies de Bordeaux et de Lyon, comme vous venez de le répéter. Il serait naturellement beaucoup plus autorisé que moi à traiter le sujet. Valeurs de la République, le triptyque liberté, égalité, fraternité, elles sont bien évidemment indissociables les unes des autres. La devise a été consacrée en 1848, et on ne saurait imaginer la liberté et l'égalité dans une société sans fraternité, de même que la fraternité ne pourrait exister sans des hommes libres et égaux. Donc ces trois valeurs vont nécessairement ensemble. Pour autant, vous avez raison de le rappeler, on voit bien ce que c'est que la liberté, on l'exerce tous les jours, on voit bien ce que c'est que l'égalité, peut-être un objectif. La fraternité, c'est plus difficile. On sait ce que c'est dans le cadre le plus étroit de la famille, sens étymologique du terme, la fraternitas, voilà ce que l'on ressent pour ses plus proches. Mais la fraternité, elle peut aussi s'exercer dans différents cercles concentriques, de plus en plus éloignés et de plus en plus importants, jusqu'à une fraternité universelle qui embrasse l'ensemble du genre humain. Et puis, entre la fraternité familiale et la fraternité universelle, il y a bien évidemment une fraternité nationale qui a vocation à rassembler tous ceux qui appartiennent à une même communauté, à une même nation. Et au sein du système scolaire, nous avons la communauté scolaire, qui est consacrée par le Code de l'éducation, voilà, qui y fait référence à de très nombreuses reprises, qui rassemble bien évidemment les élèves, les professeurs, les parents,
tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement du système éducatif. Et l'objectif, c'est de faire naître une fraternité au sein de cette communauté scolaire, d'abord bien évidemment parmi les élèves eux-mêmes. Alors pour cela, il y a un certain nombre d'instances, de lieux qui ont vocation à faire naître et à favoriser cette fraternité. Je pense par exemple au conseil de la vie lycéenne, au conseil académique de la vie lycéenne. J'ai plaisir à retrouver Enzo ici même, portait beaucoup à ces instances. Ce sont les conseils, les heures de vie de classe qui ont vocation à permettre aux élèves de se rassembler. C'est aussi, bien évidemment, les enseignements qui ont vocation à faire adhérer à cette notion de fraternité, enseignement moral et civique, droit et grands enjeux du monde contemporain au lycée. Voilà, donc l'école fait vivre la fraternité et a naturellement pour mission de la faire partager par l'ensemble de la communauté scolaire. Monsieur Dugrépon, on va vous laisser le micro puisque la prochaine question est pour vous. On va aborder la fraternité face au numérique. Les jeunes d'aujourd'hui vivent à l'ère des réseaux sociaux. Ces outils peuvent créer de la communauté, mais aussi du cyberharcèlement et des bulles qui isolent. Comment l'éducation nationale peut-elle forger un esprit de fraternité à l'heure du numérique? Faut-il enseigner l'empathie en ligne et l'esprit critique face aux discours de haine sur Internet, tout comme on leur apprend à bien se comporter dans la vie réelle? Alors là, vous prenez des risques, parce que je ne suis pas sûr que le numérique soit le lieu privilégié d'exercice de la fraternité. On sait, par expérience d'ailleurs au sein de l'éducation nationale, que c'est souvent l'inverse, et que le numérique, malheureusement, contrevient à l'exercice de la fraternité. C'est le rôle de l'école que de promouvoir un usage raisonné du numérique. La question aujourd'hui n'est plus de savoir si Internet, l'intelligence artificielle, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est une réalité, voilà, que chacun utilise tous les jours et qui est d'ailleurs très familière aujourd'hui à nos élèves, aux enfants, qui sont bien souvent beaucoup plus agiles que leurs parents, que leurs professeurs, dans l'utilisation de tous ces nouveaux outils. Donc, il faut se les approprier pour en retenir le meilleur et essayer d'apprendre à nos élèves à éviter tout ce qui peut être pour eux un danger ou les exposer à des difficultés. Donc c'est pour l'école un véritable enjeu, d'abord dans les enseignements. Le numérique peut être un outil pour l'acquisition des connaissances dont il ne faut pas se priver. Et il faut aussi veiller naturellement à ce que ça ne soit pas un instrument qui vienne porter atteinte à l'objectif de fraternité qui doit prévaloir au sein de la communauté scolaire. Et forcé malheureusement de constater que nous sommes confrontés à de très nombreuses dérives, à de très mauvais usages, et tout le temps scolaire, de telle manière qu'on puisse les préserver de tous ces mauvais usages. Et là aussi, forcé de constater que dans les établissements
qui se sont lancés dans cette expérimentation, on a une réelle amélioration de la qualité du climat scolaire, parce que la question est donc posée d'une généralisation de l'ensemble de nos établissements, de la pause numérique, quand les élèves viennent au collège ou au lycée, eh bien, on devrait avoir un temps de pause, d'utilisation de cet outil, afin de retrouver tout ce qui permet la fraternité, les échanges en direct, l'expression de la camaraderie, de l'empathie. Voilà, quand on est à la cantine, ça doit être un lieu d'échange, mais on ne doit pas être sur son téléphone portable. Monsieur Blanquer, comme vous devez bientôt nous quitter, on a une dernière question pour vous qui va nous permettre d'avoir une vision globale sur la fraternité. Est-ce que vous voulez prendre ma place ? Après, très bien. Alors, la liberté et l'égalité sont garanties par des lois quand la fraternité reste souvent intangible. Selon vous, très vaste question, comment faire vivre la fraternité dans notre République en 2025 face à une société qui souvent se renferme et s'isole ? Voilà, j'ai 3 heures, effectivement, c'est parfait. Donc, c'est évidemment une grande et bonne question, à laquelle on a un début de réponse avec ce qu'on vient d'entendre de la part de nos 3 intervenants. Je voudrais ajouter un élément de plus qui est la question de notre territoire. J'aurais pu parler d'éducation, mais je l'ai déjà fait. Olivier Dugrip vient de le faire. Évidemment, l'éducation, comme toujours, elle est matricielle pour tous ces enjeux. Mais un autre aspect, c'est notre rapport à l'espace, finalement. Ce qui se passe dans notre société depuis plusieurs décennies, depuis une trentaine d'années en particulier, en France, mais c'est vrai aussi aux États-Unis et dans de nombreuses sociétés avec le phénomène dit de métropolisation, qui provoque les phénomènes politiques que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la dévitalisation de l'essentiel du territoire, au bénéfice de quelques points qui concentrent l'énergie et la richesse. Nous sommes dans un de ces points. Tant mieux pour Lyon, sa métropole, son dynamisme, etc. Tant mieux pour Paris, tant mieux pour Bordeaux, tant mieux pour les villes qui, entre guillemets, tirent leur épingle du jeu de ce phénomène. Et quand je dis tant mieux, je ne suis pas si sûr, parce que est-ce que la qualité de vie dans chacune de ces métropoles est si bonne que ça, c'est évidemment quelque chose qu'on doit discuter, mais le fait est que nos sociétés, et pas seulement la France, ont dévitalisé leur propre territoire. Dans le cadre de la France, c'est d'autant plus triste et regrettable que nous avons un pays magnifique, une géographie absolument exceptionnelle, que c'est notre atout depuis toujours, que nous sommes le pays de cocagne par excellence, et que quand on se promène en France, quand on va dans différents territoires, notamment ruraux, ce qui est mon cas depuis de nombreuses années, on peut être que triste de voir cette dévitalisation des petites villes, des villages, et c'est évidemment une défraternisation. Quand dans un village il ne reste plus que les personnes âgées, quand dans telle ville il n'y a plus aucune industrie, plus aucune de ces choses qui faisaient la fraternité. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce que vous dites sur la sociabilité du café. J'ai d'ailleurs en tête, c'est vraiment une parenthèse dans ce que je dis, mais alors là ça va vraiment faire méta-boomer, mais je suis abonné maintenant à l'INA, à ce que vous savez, à la chaîne de l'INA, et puis j'avais vu une fois les anciens numéros de 5 colonnes à la une. Je vous recommande vraiment, ça doit dire rien, on parle d'accord, et tant mieux, mais c'était une émission des années 60 qui était en fait de la véritable sociologie télévisée. Et vous avez 24 heures dans un bar, dans les années 60, dans une petite ville de France, et c'est un monument de reportage, parce que vous voyez, ça illustre ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment pendant 24 heures, ce qui se passe dans un bar, c'est en réalité fondamental. Et dans les bars de ces années-là, on s'assoit, on ne se connaît pas, et pourtant, soit on se connaît très bien et on a l'habitude de se parler tous les jours, ou on ne se connaît pas et on va engager la conversation. Et donc c'est cette sociabilité qui s'est, non pas terminée, heureusement, mais qui s'est largement affaiblie dans notre pays depuis pas mal d'années. Et donc,
puisque la question c'est comment retrouver la fraternité, il y a évidemment des initiatives du genre de celles que vous avez exposées, je trouve ça vraiment excellent, et plus globalement, plus structurellement, eh bien, comment notre pays repart à la reconquête de ces territoires. C'est le thème central du laboratoire de la République, c'est pas pour rien qu'on fait notre université d'été à Autun, c'est pour dire qu'il y a en fait un potentiel gigantesque à retrouver, qui fait que vos générations, vous qui êtes là, vous aurez peut-être demain des projets, par exemple, pour créer une entreprise dans un village ou dans une petite ville, pour fonder une famille dans un tel endroit, y avoir une qualité de vie peut-être nettement meilleure que celle que vous auriez dans telle ou telle ville, y recréer de la vie, permettre que l'école, justement, puisse exister, et peut-être être d'ailleurs une des meilleures écoles qui soit, parce que l'école primaire rurale, quand c'est bien fait, ça fait vraiment réussir fortement les enfants, et ainsi de suite. Renouveler l'agriculture française pour qu'elle prenne une nouvelle étape dans sa très riche histoire, qui soit compatible avec les enjeux écologiques et qui soit compatible avec les besoins de nourriture de nos concitoyens, où là aussi on retrouve au travers de la nourriture, de la gastronomie française, des enjeux de fraternité qui sont notre art de vivre à la française. Et donc vous voyez bien que les thèmes économiques, écologiques, politiques et sociaux se rejoignent entre eux pour essayer d'avoir un idéal de société républicain qui soit un idéal de fraternité. Et je pense que l'une des conditions fondamentales, pas la seule, il n'y en a jamais une seule, mais l'une des conditions fondamentales pour cette réussite, en plus de l'éducation, c'est celle de la reconquête de nos territoires. Et que ça passe par un projet de société qui fasse que vous, les jeunes, ceux qui étudient aujourd'hui, eh bien vous soyez les acteurs de cela, et que ça donne un grand sens à vos vies, c'est-à-dire à vos vies personnelles, mais aussi à votre participation à la vie collective, c'est-à-dire d'avoir des projets qui vous amènent à être dans cette situation. Il y a eu ces dernières années des choses dans ce sens, hein. Je pense par exemple à ce qu'on a appelé Action Cœur de Ville, qui a été quelque chose d'assez réussi. Je pense à ce qui a été fait avec ce qu'on appelle France Service, qui est là aussi quelque chose d'assez réussi. Mais ce sont des éléments nécessaires, mais encore insuffisants, par rapport à l'immense enjeu qu'il y a de revitalisation du pays. Et donc, fin août, le genre de choses auxquelles nous allons réfléchir, c'est à ça, pour essayer de faire des propositions dans ce sens, pour encourager les gens à se réétablir. On a une démographie qui ne va pas du tout en ce moment, vous le savez bien, et ça fait aussi partie du sujet. Mais pour ceux qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont ici ce soir, vous vous projetez dans le futur, probablement en ayant envie de... ça peut être de fonder une famille ou pas, mais en tout cas de créer de la richesse, de créer de la vitalité, de la vie, et donc de la fraternité. Vous avez aussi que vos enfants, quand vous en aurez, soient dans un monde plus sûr, dans un monde où il fait bon vivre, dans un monde où il y a un ancrage dans la nature. Tout ce que portent les thèmes écologiques, c'est aussi cette question d'ancrage. Eh bien, ça passe par un projet de société de ce type, ça passe pas par se concentrer tous dans 10 métropoles françaises, comme dans des cages à lapins, et sans se parler dans l'ascenseur, et en ayant un trou générationnel qui devient de plus en plus abyssal et qui manque de son. Donc, recoudre les générations, recoudre les classes sociales, et recoudre les territoires, c'est, à mes yeux, le projet qu'on doit avoir, et qui est, par excellence, le projet de fraternité. Merci, Monsieur le Ministre. Nous vous proposons de rester avec nous quelques minutes. On va profiter encore de votre présence avant votre départ pour peut-être laisser la salle vous poser quelques questions, et nous reprendrons bien évidemment la suite de notre conférence, mais on va profiter de votre présence pour laisser la place à quelques questions. N'hésitez pas. La première est toujours la plus dure. Voilà. Donc elle arrive vite. C'est parfait. Bonjour Monsieur le Ministre, merci beaucoup de votre présence et également aux autres intervenants. Je suis Thomas Devis, je suis étudiant à HEIP en 2e année de sciences politiques et relations internationales. J'avais une question pour vous. Nous avons récemment réalisé un article de recherche avec l'association de défense et de sécurité de notre école, DefenSec. Lors d'un sondage auprès de professeurs d'EMC, beaucoup ont mentionné l'absence de la fraternité dans les programmes, ou du moins sa mise de côté. Que pensez-vous que pensez-vous que l'éducation nationale puisse mettre en place pour mettre plus en avant cette notion de fraternité? Voilà.
Très bien, merci beaucoup. On avait quelques éléments de réponse dans ce qu'a dit Olivier Dugrip tout à l'heure, et ce qu'il a dit très clairement aussi à un moment donné, c'est que finalement tout ceci mérite d'être plus explicité. Finalement, la fraternité, comme d'autres sujets d'ailleurs, la laïcité en fait partie, était tellement implicite, tellement évident dans le projet républicain qui va avec le projet scolaire. N'oublions jamais que la consolidation de la République avec la Troisième République, ça passe d'abord et avant tout par le projet d'une école de la République pour tous, qui permette cette fraternité. Et donc, cet élan-là, cet élan républicain-là, en fait, était une évidence jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et tellement une évidence que c'est devenu très implicite. Et on éprouve le besoin aujourd'hui de le réexpliciter, parce que ça s'est un peu perdu, ça s'est un peu effiloché. Le sujet de la laïcité est un des exemples de ça, c'est-à-dire la laïcité, c'est un projet de fraternité. C'est le projet de liberté et de fraternité ensemble, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et de se respecter mutuellement. Et là aussi, c'est pour nous tellement évident que c'est ça la laïcité, qu'on a cessé de l'expliciter, et à force de ne pas l'expliciter, eh bien d'autres visions ont fini par s'imposer, et le modèle communautariste avance. Et si vous voulez, pour tous ceux qui sont tentés par le modèle communautariste, je les invite à regarder l'Angleterre et la Belgique actuelle, qui ont vraiment rien de tentant, et qui pourtant sont des modèles qui ont tenu le pavé dans la vie intellectuelle, le haut du pavé dans la vie intellectuelle ces 20 dernières années, où on a essayé de dire que la France était finalement un peu arriérée, un peu ringarde, en tenant à tout prix à son vieux modèle Troisième République laïque. En réalité, le modèle laïque est le modèle qui va bien. Eh bien, c'est pareil, et on a besoin aujourd'hui de réexpliciter la laïcité dans ses tenants et aboutissants, face à des adversaires. Aujourd'hui, sur la fraternité, c'est pareil. Ça paraissait tellement évident qu'on a oublié de l'expliciter. Et si on s'est dit que c'était une bonne idée de prendre ce thème-là aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, à Lyon de façon plus générale, comme un thème qui va faire l'objet d'un cycle de conférences, de travaux, dans la lignée aussi de ce que vous venez de présenter, eh bien, c'est précisément parce qu'on éprouve le besoin de cette réexplicitation. Et donc, en effet, ça doit être réexplicité dans le système scolaire. Quand on fait les nouveaux programmes de l'école primaire, quand on a un élan particulier pour l'école maternelle, eh bien, il s'agit peut-être de ressouligner le mot fraternité dans ce qui est en arrière-plan, par exemple des cours d'empathie, par exemple des nouvelles méthodes à l'école maternelle, par exemple de la place du sport à l'école maternelle, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, là je viens d'utiliser beaucoup le mot explicité. Vous voyez, j'ai essayé de promouvoir au maximum à l'éducation nationale la notion de pédagogie explicite, qui vaut pour tout professeur. Je suis aussi un professeur. C'est très important au début d'un cours, et que ce soit au début d'un seul cours ou au début d'une série de cours, d'expliciter le chemin vers lequel on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le sens de ce qu'on va faire? Pourquoi on le fait? À quoi ça va servir? Quel est le sens de ce qu'on dit et de ce qu'on fait? Bien, un enfant a encore plus besoin de ça. Pourquoi il est là? Pourquoi il est en classe? À quoi ça sert d'être tous ensemble? En quoi ce qu'il va apprendre, il ou elle va apprendre, va lui être utile dans la vie? Eh bien, c'est très important cette explicitation. On ne le fait pas assez. Et c'est souvent un défaut qu'on peut avoir en tant qu'adulte vis-à-vis d'un enfant, en tant que professeur vis-à-vis d'un public, c'est d'avoir des choses qui nous paraissent tellement évidentes dans la tête qu'on oublie de les expliciter et de montrer le chemin. Et donc pour la fraternité, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est évident, pas de société qui tienne sans fraternité. Si la société n'est que individualiste et égoïste, elle s'effondre sur elle-même. Et donc on doit réexpliciter la fraternité. Les éléments d'illustration sont pour partie déjà là, parce qu'en réalité, une partie de ce qui se passe déjà dans le système scolaire, c'est normalement l'illustration de la fraternité, mais il y a d'autres éléments à faire revenir ou venir, par exemple sur les enjeux du numérique, en effet. Je donnerai un autre exemple, la lecture. La lecture, ça apparaît comme un acte assez individuel. En réalité, c'est un acte de fraternité, c'est un acte d'ouverture vers la condition humaine en général. Bien, ce qu'on a poussé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le quart d'heure lecture, c'est-à-dire le fait que pendant un quart d'heure, tout un établissement s'arrête, les adultes, les enfants, tout le monde, et lit. Donc d'un seul coup, vous avez le silence. Parce que la fraternité, c'est pas forcément synonyme de bruit. C'est aussi, ça peut être synonyme de silence. Vous pouvez éprouver de la fraternité en ne disant rien. Deux personnes qui s'aiment peuvent passer un temps X ensemble sans rien dire. Et simplement, il y a de la communication non verbale qui se produit. Eh bien,
la lecture produit ça. Et cette communion que permet la lecture fait partie des choses que... Et pourtant, moi je ne pense pas avoir explicité ce que je suis en train de vous dire. Mais dire, au fond, il y a quelque chose qui recrée du commun dans le fait de faire le quart d'heure lecture. Il y a quelque chose qui recrée du commun en faisant la chorale. Il y a quelque chose qui recrée du commun dans les 30 minutes d'activité physique par jour que nous avons promues à l'école primaire. Donc cette recréation, les enfants y tiennent, cette récréation, elle est essentielle et je pense qu'elle est tout à fait possible. Elle fait partie du projet scolaire. Quand vous dites ça, normalement, c'est des sujets qui auraient été rassemblent, je pense, presque 100% des gens, 90%. Néanmoins, vous avez des forces pour empêcher ça. Dans la société, il y a des forces pour empêcher ça. Il y a du négatif. Il y a des forces de mort, il y a des forces de négativité. Et il est très important de trouver un chemin face à ça. Parce qu'aujourd'hui, notre culture d'information en particulier, qui englobe évidemment la culture numérique, d'une certaine façon, gêne ça, empêche ça, met des obstacles face à ça. Et donc là aussi, il faut savoir expliciter, il faut savoir tracer le chemin. C'est pour ça que ça semble simple quand on le dit comme ça, et c'est tellement compliqué après quand on veut le mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'il faut des choses comme le laboratoire de la République, comme les expérimentations, comme les choses que vous avez exposées si bien, qui permettent de concrétiser et d'illustrer de manière très concrète cette idée de fraternité. Merci Monsieur le Ministre. Une deuxième question, et puis après on vous libérera. Bonsoir Monsieur Blanquer, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Mathias Conseil, je suis étudiant en Master 2 à Neoma et ancien élève du lycée à Lyon ici. On vous a entendu parler de fraternité, on vous a entendu parler de numérique, on vous a entendu parler de jeunes générations qui arrivent de plus en plus. Et ma question serait, en fait, comment garantir que la fraternité ne devienne pas qu'un simple mot dans les discours, que la fraternité ne devienne pas donc un simple mot dans les discours comme je viens de vous dire, mais une réalité en fait des vécus quotidiens, donc notamment à l'école. Et notamment dans un contexte où le numérique prend de plus en plus de place et où le numérique prend une place qui peut autant diviser que rassembler les élèves. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à votre question, mais une batterie de réponses, et que ce soir nous tentons de nourrir cette batterie, et qu'en même temps, tous ces éléments de réponse doivent être reliés entre eux vers un objectif cohérent. Un des éléments de réponse, en plus de tout ce qu'on a déjà dit sur l'éducation, sur la reconquête des territoires, un autre élément de réponse qui est un petit peu sous-jacent, je pense, à votre question, c'est l'ancrage. L'ancrage dans la nature en particulier. Je pense que ce qui fait un peu le malaise contemporain, et encore une fois, le fait qu'on soit amené à parler du numérique en est une illustration, c'est la désincarnation, c'est l'abstraction excessive, c'est l'isolement, le fait de passer des heures à scroller, tout ce phénomène de la civilisation des écrans, et les enquêtes qui montrent que certains élèves, certains jeunes enfants, ça peut être 8 heures, 10 heures, 12 heures devant un écran dans une seule journée. Tout ceci est un phénomène de civilisation. C'est une mutation anthropologique qui se passe sous nos yeux. Et évidemment, comme l'a dit Olivier Duhem, il ne s'agit pas de se battre contre les moulins à vent, il ne s'agit pas de se dire, voilà, on va abolir le numérique, ça n'existe pas, puis c'est ni faisable, ni souhaitable. En revanche, il faut évidemment inventer la civilisation qui va avec. Comment on surcompense ça par de l'ancrage encore plus fort. Si on ne fait pas ça d'ailleurs, il y a des réactions humaines réactionnaires pour le coup. Et c'est les phénomènes politiques que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'être humain est tellement bouleversé par cette mutation anthropologique et civilisationnelle qu'il réagit, il peut réagir de manière totalement sauvage, d'une certaine façon. Et on a ce type de phénomène, notamment avec la montée des différents extrémismes, des différents fanatismes. Et donc, ce besoin humain profond d'ancrage, de relation avec les autres, ce besoin humain aussi de métaphysique, éventuellement, le sens de la vie, tous ces besoins, soit on n'y répond pas parce qu'on fait
finalement une situation uniquement matérialiste, individualiste, technologique, qui s'impose d'elle-même en quelque sorte aujourd'hui, soit il y a des réponses politiques qui sont des réponses extrémistes et qui mènent aux guerres civiles, aux guerres tout court, etc. Et donc, le projet républicain, c'est ça. Et ça passe, à mon avis, par notamment le réancrage dans la nature, notamment comment la République est aussi une République écologique au sens plein et fort du terme. Donc, par exemple, quand on voit ça sous l'angle de l'éducation, c'est comment aux enfants, dès le plus jeune âge, on leur apprend à jardiner, comment il y a des potagers dans les écoles, comment, alors spontanément tous les enfants vont vers les animaux, aiment la nature et réclament d'être en lien avec elle, et comment nous faisons droit à cela, et pas de manière purement superficielle, et certainement pas de manière théorique ou par des slogans, mais vraiment en faisant vivre de cette façon-là. Ça va de pair avec ce que j'ai dit sur la reconquête des territoires. Et donc, ce réancrage, il est absolument fondamental, et c'est un des éléments de réponse à votre question, pour être concret, pour ne pas être juste dans un mot, hein, le mot fraternité, le mot république, qui peuvent rester que des mots, mais qui en effet peuvent au contraire être des concepts directeurs qui font qu'après ça change nos vies et ça nous permet de bâtir la République et la démocratie qu'on peut souhaiter pour notre époque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour votre venue à Lyon. Bon, je propose qu'on applaudisse chaleureusement Monsieur le Ministre. Et donc nous, on va continuer un petit peu notre table ronde. On reste sur les territoires. On reste sur les territoires. Monsieur le ministre nous a fait une très belle transition. Monsieur Albanel, en zone rurale, on voit des villages vieillissants, d'où les jeunes partent faute d'emploi. A l'inverse, en ville, de nombreux actifs débordés n'ont plus le temps de s'occuper de leurs aînés. Comment, face à ce constat, recréer du lien fraternel? Alors ça va être dur de parler après Monsieur Blanquer, non, mais je trouve qu'il y a un sujet qui touche de manière différente le milieu rural de nos villes. Et c'est vraiment la question de l'isolement. On voit que partout l'isolement explose. Quand on voit les derniers rapports des petits frères des pauvres, on a fait x2 en 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de personnes âgées qui sont en situation d'isolement, mais c'est un isolement qui nous touche tous. Et on voit que c'est fait de manière un peu différente. On voit que dans les grandes villes, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais un manque de solidarité locale, un manque de connaissance aussi de ce qui existe, et le fait de ne plus connaître son voisin, qui crée qu'il y a un sentiment de solitude terrible. Moi, je l'ai dit, je travaille toujours pour une structure d'aide à domicile, et c'est quelque chose qu'on constate tous les jours, nos auxiliaires de vie qui vont rencontrer des personnes au domicile qui, en dehors d'elles, ne rencontrent personne, qui peuvent passer plusieurs jours sans voir personne. Et là, je trouve qu'il y a un vrai drame humain à ce niveau-là. Et en milieu rural, on voit qu'il y a des solidarités plus fortes qui perdurent, mais avec beaucoup moins d'offres qui sont proposées, que quand on commence à perdre en autonomie, on se retrouve vite seul parce que la maison, l'appartement n'est pas adapté, parce qu'il n'y a pas de commerce de proximité. Donc il y a vraiment des choses à repenser. Et je pense que par rapport à ce que disait au tout début Monsieur Blanquer sur quelque chose moi, qui me parle beaucoup, c'est la notion de bonheur collectif, de comment justement on est capable de penser à ça, à cette notion de lien social. Comment, moi, ce qu'on voit dans les cafés, c'est on a beaucoup d'étudiants qui viennent faire du bénévolat dans nos cafés et qui ils vont au début parce qu'ils ont un engagement associatif à faire, et finalement qui restent dans le café parce qu'ils retrouvent du lien. Et on voit que c'est ce lien qui, aujourd'hui, pour moi, est une priorité dans nos actions, parce que je pense que c'est ça qui fait la fraternité, c'est de pouvoir se rencontrer et de ne pas rester dans notre entre-soi, parce que c'est facile, mais que c'est pas ça qui va effectivement permettre de connaître l'autre, et qui aussi permet de s'enrichir via des personnes de milieux différents, des personnes d'âge différents. Et je trouve qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Pour compléter, peut-être, Madame Simon, comment encourager une fraternité économique dans les zones rurales qui se sentent parfois abandonnées? Alors, à travers là du coup je vais prendre le mandat politique. À travers le mandat politique, moi je me suis aperçue de la fracture entre le monde rural et la cité, entre guillemets, lorsque nous avons subi la crise sanitaire. C'est-à-dire que nous avons vécu l'isolement pour beaucoup, et nous avons eu des enfants, ou en tout cas des élèves que nous avons entre guillemets perdus de vue.
Et c'est ceci qu'il fallait raccrocher, en tout cas, à la société pour le bien vivre ensemble. Donc on a essayé de créer des mouvements qui permettent à ces enfants-là de revenir au sein de l'établissement quand cela a pu être possible, et éventuellement de travailler sur des jardins partagés, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur des thématiques finalement, comme le disait M. le ministre, qui nous ancrent de nouveau à la terre et qui nous permettent de retrouver d'une certaine façon un lien de fraternité et voire même une famille. Donc on a travaillé là-dessus sur ce mandat politique. Et à titre économique, puisque du coup j'ai les deux casquettes, moi j'ai des collaborateurs qui sont issus aussi du monde rural et du monde de la grande ville. Et donc on travaille de façon très différente et on a d'ailleurs des approches de vie très différentes. Ceci dit, la crise sanitaire nous a fait grandir de façon exponentielle, où on a eu besoin de se retrouver aussi entre nous, et donc à travers l'entreprise, moi j'ai créé ce qu'on appelle un jardin solidaire. Donc on est venu cultiver nos légumes et nos fruits, alors qu'on n'avait pas le droit d'exploiter, puisque ça nous était interdit. Donc on a créé des jardins partagés. Et ces jardins partagés, on s'en est servi pour se nourrir nous-mêmes. Et puis l'excédent, on a décidé de le rendre à des personnes qui étaient plutôt dans la difficulté et vers qui nous sommes allés aussi. Voilà un petit peu comment nous avons travaillé, entre autres, pour cette thématique. Monsieur Dugrip, c'est à vous maintenant. L'école de la République accueille des élèves de cultures et de milieux qui sont très variés. Comment inculquer la fraternité dans une société et donc dans une école multiculturelle, mais sans nier les différences de chacun? C'est bien évidemment la mission de l'école. J'avais l'habitude de dire que l'école est le seul lieu qui réunit tous les jours tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, leurs conditions de vie. Ils se retrouvent tous à l'école, au collège, au lycée, tous les jours. Et on a là, bien évidemment, le lieu privilégié de faire vivre la fraternité. On est confronté à un enjeu qui est très important, c'est de donner du sens à cette notion par-delà les différences, les distinctions et les oppositions. Partager de la fraternité avec ses semblables, c'est assez facile. Prouver de la fraternité avec ceux qui sont différents, qui n'ont pas la même origine, la même histoire, la même culture, c'est un peu plus difficile. Et c'est précisément cette mission-là que l'école a vocation à remplir. Il y a pour cela une condition, c'est que l'école puisse être le lieu dans lequel se concrétise la mixité. Et pour cela, l'école doit dépasser toutes les divisions, toutes les ségrégations que notre société a construites au fil du temps et qui n'opposent pas simplement, comme on vient de le dire, le monde rural et les territoires urbains. Vous avez aussi beaucoup de ségrégation au sein des territoires urbains et dans les métropoles. En particulier dans la métropole de Lyon, qui est sans doute l'un des territoires socialement les plus ségrégés de France. Vous n'avez pas les mêmes conditions de vie, vous ne fréquentez pas les mêmes personnes selon que vous êtes à Vénissieux ou à Charbonnières-les-Bains. Et il faut que l'école dépasse ces différences, ces distinctions, de telle manière que tous les enfants de France se connaissent, par-delà leurs différences d'origine, et fassent communauté, sans que de France se reconnaisse. C'est pour l'école le principal enjeu. Nous allons continuer avec une nouvelle thématique qu'on a intitulée « La fraternité et ses défis ».
Madame Simon, la fraternité économique passe aussi par l'inclusion de tous dans l'emploi, face au chômage des jeunes, à l'insertion des personnes handicapées ou à la reconversion des seniors. Quelles pratiques innovantes le monde de l'entreprise peut-il adopter pour que personne ne soit laissé de côté? Alors vous avez raison de dire que finalement le monde de l'entreprise doit innover parce que on a besoin d'innover. Ceci dit, il est important aussi que l'entreprise puisse générer une très très bonne image pour faire venir à soi des gens qui sont dans la difficulté ou qui sont éventuellement porteurs d'un handicap ou qui ont besoin finalement d'appartenir à. Et c'est là la plus grande difficulté puisque lorsque nous avons des catégories socio-professionnelles ou sociologiques qui sont un petit peu éloignées du travail, il faut les faire revenir et les faire adhérer à finalement une philosophie, une appartenance et faire en sorte qu'ils aient des devoirs et des droits. Moi, j'aime à dire qu'il faut que ça vienne du chef d'entreprise et que le chef d'entreprise puisse influencer ses collaborateurs à l'acceptation. Puisque travailler avec une personne qui est éloignée du monde de travail pendant un certain temps, c'est compliqué. De le faire revenir à des heures bien particulières, ça peut être aussi assez compliqué. De travailler avec des personnes en situation de handicap, encore faut-il pouvoir comprendre la situation de handicap et comment on peut travailler ensemble. Donc, il y a des moyens, en tout cas, pour faire savoir que les chefs d'entreprise sont prêts à, non pas à des vocations économiques, puisqu'il ne faut rien attendre en retour, hein, c'est-à-dire que quand on fait rentrer dans notre structure des personnes que l'on veut voir travailler avec nous, c'est pas pour avoir une quelconque aide de l'État. Moi, c'est plutôt pour pouvoir organiser la diversité, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir aussi se comprendre et comprendre la société dans laquelle on vit. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis ouverte aux journées du OD. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ces journées du OD, c'est le fait d'être finalement le mentor ou le tuteur d'une personne en situation de handicap, en l'occurrence une personne autiste, etc., et de travailler avec lui ou avec elle. Moi, j'aime ces journées-là, tout simplement parce que j'accueille du public tous les jours, j'accueille entre 30 à 40 personnes et je veux rendre visible l'invisible. Je veux que toutes les personnes soient finalement... je veux qu'elles appartiennent à la même structure, à la même société dans laquelle nous vivons. Et bien entendu, et bien souvent, lorsqu'on est dans un monde du travail, et quand on se sent très bien dans ce monde du travail, on bouge les horizons et on n'a pas envie de tout déstructurer. On sait bien que les habitudes sont là et on n'a pas envie de défaire ces habitudes-là. Et moi, j'aime défaire les habitudes et j'aime que mes collaborateurs soient confrontés à des situations qui n'ont peut-être pas l'habitude pour lesquels ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés dans la vie de tous les jours. Donc avoir une personne en situation de handicap, avoir une personne qui est éloignée depuis très longtemps du monde de travail, ça donne du sens aussi pour mieux se comprendre et travailler ensemble de façon pérenne. Et je ne veux pas que ce soit sur une journée, un petit peu comme vous savez la journée internationale de la femme ou la journée du monde du handicap, etc. D'ailleurs j'en ai assez moi de ces journées, je voudrais que ce soit tous les jours et tout le temps. Encore faut-il qu'on puisse, nous, en tant que chef d'entreprise, avoir les moyens et qu'on nous donne les moyens pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est quelquefois là où on se heurte à des problématiques de réglementation, où on se heurte à des problématiques aussi d'individualisme sur lesquelles il faut travailler. Merci. Monsieur Albanel, face à ces défis, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous dans les relations intergénérationnelles ces dernières décennies? La mobilité et l'éclatement des familles ont-ils réellement creusé un fossé entre jeunes et aînés? Ou observez-vous au contraire une nouvelle génération de jeunes en quête de lien avec leurs aînés? Alors c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un peu des deux. Je trouve qu'on est dans une société qui a énormément évolué ces dernières décennies où nos familles sont de plus en plus éparpillées géographiquement, donc j'ai le sentiment, alors je suis pas bien vieux, mais qu'avant il y avait des solidarités familiales qui étaient beaucoup plus fortes parce qu'on habitait au même endroit et on prenait soin les uns les autres, avec les grands-parents qui s'occupaient
des petits-enfants et les parents qui allaient s'occuper des parents une fois qu'ils commençaient à être dépendants. Moi, je suis d'une famille nombreuse, on est 6, on est tous éparpillés. J'ai mon papa qui est décédé et maman qui habite seule. Et en fait, même avec 6 enfants, la pauvre, on est partout en Europe. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il y a un drame à ce niveau-là, parce qu'il y a cette société qui évolue. Alors, avec des choses très positives, c'est génial de pouvoir avoir des opportunités un peu partout dans le monde maintenant, mais sauf qu'on n'a pas contrebalancé ça par ces solidarités de proximité. Et je trouve qu'il y a plein de choses aussi qui ont évolué à ce niveau-là, et des familles qui sont aussi beaucoup plus monoparentales. Donc il y a plein de choses notre société évolue, et qu'il y a un gros enjeu de comment on recrée ça. Je mets un point positif là-dedans, c'est que nous, avant qu'on ouvre le premier café, on avait créé une association, on faisait des activités pour créer du lien intergénérationnel dans des lieux qu'on nous prêtait. Le moment où il y a eu le premier confinement, on a arrêté nos activités, on a fait un appel à bénévolat en disant nous, on veut continuer nos missions, on va aider à faire des appels de convivialité, faire des courses pour les personnes âgées et isolées. Et là, du quartier, on a eu plus de 150 personnes qui sont mobilisées justement pour faire ça. Et c'est là-dessus où je me suis dit, en fait, pour la majorité des personnes qu'on accompagnait à domicile à ce moment-là, c'était des personnes qui, leur famille était loin ou qui n'avaient pas de famille, et qui, sans ces solidarités de proximité, en fait, ne pouvaient plus faire leurs courses et étaient complètement enfermés chez eux. Et nous, c'est moi l'idée avec Chez Daddy qu'on a eue, c'était de se dire, le slogan de Chez Daddy, c'est plus qu'un café, une seconde famille, c'est créer un lieu où en fait tout est fait pour pouvoir rencontrer son voisin. On va voir, j'en ai pas trop parlé, mais il y a toujours des grandes tablées dans nos cafés, on a des tisseurs de liens qui sont là pour favoriser la relation et faire en sorte que personne soit seul dans son coin. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que quand ils viennent chez Daddy, ils rejoignent une seconde famille, une communauté sur laquelle ils peuvent compter en cas de besoin, en cas de perte d'un proche, en cas d'hospitalisation. Et quelque chose qu'on développe aussi depuis maintenant presque 2 ans, c'est un système d'aide à la mobilité en cyclopousse, où quand les gens ils perdent en autonomie, on puisse continuer à les chercher. Et moi, je pense que un de nos enjeux numéro 1, c'est de faire en sorte que on puisse toujours compter sur quelqu'un à côté de chez soi, et que, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau de dépendance, on puisse continuer à rencontrer du monde. Et en fait, je pense que vous devez le voir avec peut-être vos grands-parents ou même arrière-grands-parents, en fait, plus on vieillit, plus il y a quelque chose qui est difficile, c'est que on va perdre ses frères et sœurs, on va perdre ses copains, et en fait on va avoir ces réseaux de sociabilité qui progressivement vont décliner, et c'est des âges où c'est très compliqué de recréer des réseaux de sociabilité. Et moi j'ai envie de croire que on peut continuer à ces âges-là de rencontrer du monde, et aujourd'hui je pense qu'on a un gros enjeu à ce niveau-là. Monsieur Duré, du coup on vient de parler de solidarité, ça m'amène à cette question. Le principe de fraternité a récemment été consacré par le droit français. Devrait-on enseigner aux élèves que la solidarité n'est pas qu'une vertu morale individuelle, mais qu'elle fait pleinement partie du pacte républicain, au même titre que la liberté et l'égalité, et qu'à ce titre, chacun a sa responsabilité dans l'aide à autrui? Oui, vous avez raison de le rappeler. Le Conseil constitutionnel a effectivement consacré cette notion dans une décision relativement récente de 2018. Donc ça n'est pas très ancien. Et le Conseil constitutionnel a sans doute pris cette décision pour exprimer ce que la société avait déjà produit. C'est-à-dire l'engagement d'un certain nombre de citoyens en faveur des plus démunis, même si cela les mettait eux-mêmes en contravention avec le respect de la réglementation. Et le Conseil constitutionnel a posé effectivement cette notion très intéressante que dans un certain nombre de circonstances, d'hypothèses, on peut effectivement venir en aide à autrui en allant un peu au-delà de ce que la réglementation, la législation pourrait autoriser, tout simplement parce qu'on obéit, parce qu'on met en œuvre un principe humanitaire, celui de secours, de solidarité envers son prochain. Ce sont des valeurs qui sont, je crois, spontanément partagées par notre jeunesse. Moi, je suis très frappé, j'étais très frappé lorsque je rencontrais
les élèves qui sont des enfants, des adolescents, par le fait qu'il y a chez eux un sentiment inné de justice, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, un sentiment inné de solidarité. Et bien évidemment, ce sont des choses que l'école doit exploiter, doit entretenir. Ce sont des qualités qu'ont nos enfants et nos élèves qu'il faut bien évidemment développer pour construire une société qui exprime véritablement cette valeur de fraternité. L'école affirme l'ambition de le faire à travers la notion d'école inclusive. Que l'on restreint d'ailleurs trop souvent abusivement à l'accueil des élèves à besoins particuliers, à l'accueil des élèves handicapés. Mais l'école inclusive, c'est bien évidemment l'accueil des élèves handicapés, et je crois que pour notre pays, c'est une magnifique réussite. Voilà, c'est ce qu'on a fait de plus formidable depuis l'initiative de Jacques Chirac, mais ça va bien au-delà. Voilà, l'école inclusive, ça veut dire que tous les enfants ont leur place au sein de l'école, qui a vocation à tous les inclure dans une égalité de droits et de devoirs. L'école, d'ailleurs, vous le savez, accueille tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur statut. On ne demande pas, notamment à un enfant issu de l'immigration, s'il est en situation régulière ou pas, il est accueilli à l'école comme tous les autres. C'est la vocation universelle de notre système scolaire, et bien évidemment, l'une des manières de faire vivre au sein du système scolaire l'idée de fraternité. Merci beaucoup. On va passer à une rapide conclusion de vos 3 parcours personnels. On va commencer par vous, Madame Simon. Est-ce que, à titre personnel, en restant dans le domaine économique, vous avez une expérience, une rencontre à nous donner pour illustrer vraiment la puissance que peut avoir la fraternité vraiment dans le monde économique? Oui, alors je pense qu'on réussit si on est riche de rencontres et de belles rencontres, ou de mauvaises quelquefois, ce qui nous fait nous changer, mais au moins de rencontres. L'une, quand j'étais beaucoup plus jeune, avant de rentrer dans le monde économique, mais ça m'a demandé de rentrer du coup dans le monde associatif, c'était, pour ceux qui le connaissent, un prêtre parmi les loupards, c'était le Père Gilbert. Pour ceux qui connaissent le chanteur Renaud, c'est un de ses grands amis. Et j'ai rencontré cette personne complètement atypique qui avait créé une bergerie et qui permettait à des personnes qui étaient en errance de venir redonner du sens et de travailler et de créer un monde économique à travers un monde associatif. Alors cette personne m'a bouleversée, mais ça n'a pas été la seule. J'ai aussi la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui a été nommée il y a de nombreuses années, il y a plus de 50 ans, la première femme présidente de la Fédération française du bâtiment, je ne sais pas si vous imaginez, il y a plus de 50 ans, qui a créé une société de travaux publics, qui était perché sur des talons de 15 cm, c'est pour ça que moi qui suis petite j'en ai aussi, mais qui a permis avec une main de fer dans un grand velours de faire appliquer certaines règles au sein des travaux publics et donc dans un monde plutôt masculin. Donc c'est des rencontres qui m'ont bouleversée, qui m'ont donné aussi envie d'aller un petit peu plus loin dans mon parcours de vie, dans mon parcours économique, puisque le poste que j'occupe aujourd'hui était destiné à un homme. Il était destiné à l'époque à un homme de plus de 55 ans, issu du monde de l'automobile. Alors vous pensez bien qu'à 40 ans à l'époque, petite comme je suis, et je ne suis pas du tout du monde de l'automobile, il a fallu que je travaille beaucoup plus. Mais ce sont ces richesses-là qui m'ont fait dire que l'on peut réussir et qui nous permettent d'ailleurs de réussir et finalement d'avoir une empreinte et une patte un peu particulière sur comment aujourd'hui j'ai une vision de ma vie professionnelle et comment je vois l'entreprise grandir et prospérer. Que peut-être le fait justement d'avoir été empêché à l'époque
mais avec un idéal de femme que je voulais être grâce aux rencontres que j'ai faites. Ça m'a permis certainement de réussir sans jamais oublier d'où l'on vient, ce que l'on veut faire, avec qui l'on veut le faire, et toujours avec un sens inné d'un bonheur que l'on veut radical et d'une fraternité que l'on aimerait bien plus décupler que ce qui existe aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Monsieur Albanel, vous êtes issu du monde de l'entreprise et vous avez choisi, comme on l'a dit, de vous lancer dans un projet social et innovant. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à instaurer vraiment de la fraternité dans ce projet et donc à créer chez Dadi ces cafés intergénérationnels qu'on connaît? Alors, ça remonte, moi pendant toute ma scolarité, et après j'étais un peu paumé, je ne savais pas du tout quoi faire. J'avais toujours un côté assez entrepreneurial, je me rappelle, j'étais au collège, puis au lycée, je me faisais des plans de l'entreprise que je voulais créer. À l'époque, je voulais créer un hôtel sous-marin. Je me rappelle vraiment dessiner tous ces trucs. Et un jour, je me rappelle, c'est ma maman qui m'avait dit, parce qu'à chaque fois, je revenais ultra emballé par tous mes nouveaux projets. Ma maman m'a dit, mais tu veux pas faire quelque chose, c'est bien de créer quelque chose, mais tu veux pas faire quelque chose qui a du sens. Et à peu près sur le même temps, j'ai à Noël, mon frère qui m'avait offert un livre de quelqu'un qui s'appelle Mohamed Younous, qui a été prix Nobel de la paix en 2006 et qui est un des pionniers du ce qu'on appelle le social business et qui a inventé le microcrédit. Et en lisant ce livre, c'est vrai que j'ai pris conscience de la possibilité de entreprendre et d'avoir de l'impact. Et pour moi, ça a été un basculement parce que j'ai grandi dans une famille où avec des parents plutôt engagés, mais avec le côté on travaille dans un secteur classique et on fait du bénévolat à côté. Et effectivement, de pouvoir me dire, en fait, je peux concilier dans ma vie, avoir cet engagement, je me suis dit, c'est vers là où je veux aller. À l'époque, j'étais très intéressé par tous les enjeux liés aux migrations et à la précarité. Je me rappelle toujours mon côté rêveur, je venais de sortir d'études et je m'étais dit, tiens, je vais aller créer une entreprise sociale où on va faire de l'événementiel en s'appuyant sur les personnes de la rue pour que quand quelqu'un veut faire, je sais pas, une demande en mariage, qu'il puisse avoir des concerts improvisés dans la rue avec des... Donc j'avais imaginé ça, à chaque fois que j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait, non mais redescends un peu. Et je me rappelle parce que j'habitais chez mon grand-père à l'époque et lui qui était très, il dit, non mais tu peux pas juste arrête avec tes idées, créer une entreprise, créer de l'emploi et c'est déjà bien. À l'époque, j'étais parti, moi j'en faisais qu'à ma tête, donc avec un copain, on était parti en Iran en voiture électrique pour aller à la rencontre d'acteurs du changement. Et du coup, tous les 100 km, des gens toquaient chez l'habitant pour charger notre voiture. Et on faisait beaucoup de rencontres d'entrepreneurs sociaux et on allait aussi à la rencontre de personnes marginalisées. Et nous, on voulait donner une voix positive aussi à toutes ces personnes marginalisées. Et en revenant, je me suis dit, bon allez, cette fois-ci, je veux me lancer, créer quelque chose. Mais j'avais pas complètement confiance en moi avec mon côté peut-être trop rêveur en me disant, fais quelque chose de concret. Et quand je suis revenu chez moi, mon grand-père avait besoin d'aide à domicile. Et du coup, j'ai découvert un peu par hasard le secteur de l'aide à domicile et je me suis dit, je vais commencer à créer là-dedans. Je vois un secteur qui a du sens, qui crée de l'emploi, qui a des gros enjeux de comment bien accompagner les personnes âgées. Et en fait, en mettant un pied là-dedans, alors que j'avais pas du tout un intérêt particulier pour les vieux à l'époque, je me disais pas, c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'aller. Je pense qu'il y a peu de jeunes, je trouve que ça commence à bouger, mais il y a peu de jeunes qui se disaient ça. Et en fait, en mettant un pied dedans et en découvrant tous les enjeux, tout le drame humain qu'il y avait autour, notamment de l'isolement, je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire. C'est un secteur qui, à l'époque, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'innovation. Et donc, je me suis dit, en fait, pourquoi pas créer un café au bout d'un moment qu'il y a une opportunité, et comme ça fonctionnait, on avait beaucoup de demandes, en créer d'autres. Et là, je sens que je suis parti pour longtemps. Ben oui, ça a l'air de super bien marcher, donc merci beaucoup. Alors, Monsieur Dugrip, on a déjà beaucoup parlé de la fraternité dans le cadre scolaire, mais avez-vous une idée de comment développer, même si vous nous avez donné déjà quelques petits indices, sur comment développer la fraternité par l'école, mais au-delà du cadre scolaire, donc au-delà des manuels, de l'enseignement? Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être les dispositifs qui existent déjà et si vous avez des propositions de dispositifs qui pourraient être intéressants à mettre en place? Oui, ce que les élèves font à l'école a bien évidemment pour ambition de les guider hors
hors de l'école. L'acquisition des savoirs, la maîtrise des connaissances et des compétences, c'est pour que les élèves puissent s'en servir en dehors du cadre scolaire, dans la construction de leur personnalité et de leur devenir. Et c'est très, très important, si l'on veut bien avoir à l'esprit que le temps scolaire ne représente en tout et pour tout que 25 à 30% du temps d'un enfant sur la période 0-18 ans. Donc, qu'à 18 ans, un enfant passera globalement 25-30% de son temps à l'école. Ça n'est donc pas l'école toute seule qui peut construire la personnalité d'un enfant, l'accompagner, l'aider à devenir plus grand et à forger son avenir. Mais l'école a bien évidemment un rôle tout à fait essentiel dans la transmission des connaissances, l'acquisition des valeurs, nous l'avons dit, parmi lesquelles la fraternité. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Lenzo, si tu veux venir faire le mot de conclusion, on remercie encore une fois HEIP de nous avoir prêté les locaux pour cette belle table ronde avec nos invités. Et donc je laisse le dernier mot à Lenzo. Alors d'abord, est-ce que certains auraient des questions pour nos intervenants de la table ronde? Complémentarité. Non plus. Merci. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Legris, par rapport au numérique. Alors bien sûr qu'il y a le numérique un peu délétère, mais il y a aussi le numérique un peu fraternel, parce que le crowdfunding, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, Philippe Albanel en a été un peu un bénéficiaire quand il y a eu la soirée du bien commun. Et c'est grâce au crowdfunding aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ce numérique délétère, mais il y a aussi ce numérique solidaire. Et vous voyez, quand il y a une souffrance, etc., tout de suite, le numérique intervient, on accompagne. Donc c'est juste ce que je voulais dire. Et quant à Philippe Albanel, ce que je voulais aussi lui dire, puisque j'ai la chance d'avoir un David pas très loin de chez moi, il faut voir comme les gens sont heureux, de tout âge, il y a aussi des enfants. Et vraiment, ça crée un lien. Et le dimanche aussi, parce que la solitude est épouvantable le dimanche pour beaucoup de gens, et nous-mêmes on donnait la soupe le dimanche à midi volontairement, puisqu'il n'y avait pas de structure. Et voilà, donc je voulais vraiment vous dire merci, et surtout aussi dire merci à M. Tardy et Madame que je connais, parce que vous avez eu un prix il n'y a pas très longtemps, de mémoire. Oui. J'ai eu cette chance de participer à cette soirée, et à M. Tardy qui m'a dit il faut venir, et je suis venue. Voilà. D'autres questions? Pas de questions. Alors, c'est l'heure de vous remercier d'être venus, et c'est l'heure aussi de vous dire que pour faire œuvre de fraternité, je l'ai dit au début, vous avez l'occasion de vous engager. Alors, le laboratoire de la République à Lyon, c'est une équipe, donc Charles Tardy qui est là, Michael Barrère qui est là, Lilou qui est ici, Nina qui évidemment nous accompagne, et qui est... pardon. David, pardon, qui est là aussi. Pardon. Cléa qui est là. Donc c'est une équipe qui est là pour travailler avec tout le monde et qui va surtout créer des ateliers sur la fraternité, qui va être amené à travailler, je pense au jeune IHEDN par exemple, puisque un de ses représentants est là, qui est ici. Oui, toi. Il n'est plus là. Il n'est plus? D'accord. Bon. Un peu, mais... oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les acteurs sont les bienvenus et vous avez l'occasion de vous engager dans des commissions qui vont travailler sur la fraternité et qui font leur restitution à la rentrée au mois de septembre-octobre à un autre endroit qu'à HEIP. En tout cas, Monsieur le Recteur, merci de votre présence. Madame, merci beaucoup. Monsieur Albanel, merci beaucoup de vos interventions. Merci à tous de votre présence. Engagez-vous. Rejoignez-nous, vous pouvez. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup.